révolution sismique dans l'histoire des relations sino-américaines. Mardi, Washington a brusquement ordonné à Beijing de cesser toutes les opérations de son consulat dans la ville méridionale de Houston, les États-Unis évoquant des problèmes de sécurité. Notre action d'ordonner la fermeture du consulat général de la République populaire de Chine à Houston a été prise pour protéger les Américains et pour protéger la propriété intellectuelle américaine ainsi que les informations privées des Américains. La Maison-Blanche a fait valoir, sans en apporter la preuve, que l'établissement consulaire agissait comme une plaque tournante de l'espionnage et avait une longue expérience de tentatives visant à subtiliser des données auprès d'universités, d'hôpitaux et de centres de recherche. La Chine a fermement condamné cette initiative et a exhorté Washington à revenir sans délai sur sa décision. Il s'agit d'une provocation politique américaine contre la Chine et d'une violation grave du droit international et des normes fondamentales régissant les relations internationales. C'est également une grave violation d'un accord consulaire bilatéral et celle-ci sape délibérément les relations sino-américaines. Beijing a déclaré qu'une fois de plus, la Chine était contrainte de prendre des mesures de rétorsion. C'est vendredi matin que la fermeture du consulat général situé dans la ville de Chengdu, dans le sud-ouest du pays, a été ordonnée aux États-Unis, Beijing évoquant également des problèmes de sécurité. Certains membres du personnel du consulat américain à Chengdu ont mené des activités qui ne correspondent pas à leur identité. Ils se sont ingérés dans les affaires intérieures chinoises et ont porté atteinte aux intérêts de la sécurité de la Chine. La Chine a fait des représentations à ce sujet et les États-Unis le savent sûrement. Et puis d'autres développements ont eu lieu, cette fois à Houston. Peu de temps après le départ du consulat des autorités chinoises, les autorités fédérales ont forcé l'ouverture des portes du bâtiment et l'ont repris. Le secrétaire d'État des États-Unis, Mike Pompeo, a indiqué que cette décision visait à ralentir l'élan de la Chine au XXIe siècle. Le monde ne peut être en sécurité tant que la Chine ne change pas. Ainsi, notre objectif, dans la mesure où nous pouvons, est d'influencer les événements, et nous devons le faire. Le secrétaire d'État américain continue également d'exhorter les autres pays à se joindre à sa croisade contre la Chine et à concevoir des moyens plus créatifs et plus affirmés pour pousser Beijing à changer. Cette initiative survient alors que les relations sino-américaines sont au plus bas depuis plusieurs dizaines d'années. Mais certaines circonstances à court terme peuvent l'expliquer. En effet, le président américain adopte une ligne dure vis-à-vis de Beijing avant sa campagne de réélection. La cote de popularité de Donald Trump a chuté en raison de sa gestion du coronavirus et il cherche un moyen de s'en sortir à un moment critique. Quant à savoir si cela explique ses décisions irréfléchies sur la Chine ou s'il s'agit plus simplement de sa stratégie America First, la question reste posée. 2 jours après l'incendie de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes, on évoque déjà sa reconstruction. Sa remise en état prendra, on le sait déjà, plusieurs années. Dans le canton de Vaud, le temple de Cossonay est le théâtre d'un chantier rare. On y monte ces jours un tout nouvel orgue. Cet objet unique façonné en France permettra de jouer un répertoire beaucoup plus large. Yvan Thorimbert et Jessica Renaud ont pu assister pour nous aux premières heures du montage. C'est un peu comme un Lego géant. Dans ces caisses, tout ce qui permettra de monter le nouvel orgue du temple de Cossonay. 5 tonnes de matériaux et plus de 1500 tuyaux pour un budget de près de 700 000 francs. Il faudra près d'1 mois aux artisans pour assembler et accorder l'instrument. Sa remise en état prendra, on le sait déjà, plusieurs années. Là, nous sommes dans la phase de remontage sur place. Et puis dans un second temps, donc d'ici quelques semaines, nous en serons au réglage sonore. C'est quelque chose d'extrêmement fin, pointilleux. Il faut prendre son temps, écouter, prendre le temps d'écouter l'acoustique, le souhait des organistes. Voilà. En termes religieux, je pense que Huntington, par exemple, Samuel Huntington, avec sa question du choc des civilisations, est extrêmement intéressant parce qu'il pense en blocs religieux. Les confucéens, les bouddhistes, les musulmans, les judéo-chrétiens, les évangélistes, ou etc. etc. Donc, En Israël, les manifestants étaient à nouveau des milliers à demander la démission du Premier ministre. Hier soir, bilan, quelques affrontements avec les forces de l'ordre et plusieurs dizaines d'arrestations jusque sous les fenêtres de la résidence de Benjamin Netanyahou à Jérusalem. Abraham Ziziadis. Jusque sous les fenêtres de la résidence du Premier ministre à Jérusalem. Des milliers de manifestants, 5000 au moins dans cette ville, qui réclament chaque fin de semaine la démission de Benjamin Netanyahou.
Je suis un patriote israélien, mais ce Premier ministre va nous laisser une terre brûlée. Je veux défendre la démocratie et je refuse de vivre sous une dictature. Les manifestants qui ne se démobilisent pas depuis des semaines accusent le chef du gouvernement d'utiliser la crise sanitaire pour se maintenir au pouvoir et échapper à son procès pour corruption. Il y a plus d'1 million de chômeurs en Israël. Ce gouvernement ne se préoccupe que de sa survie. On veut le changement. On est lassé par ce Premier ministre qui ne se soucie pas de ses citoyens. Les affrontements ont parfois dégénéré avec la police à Jérusalem. Les manifestants ont maintenu leur mobilisation contre une nouvelle loi qui confie des pouvoirs extraordinaires au gouvernement sans contrôle parlementaire. Israël avait pris des mesures très strictes contre la pandémie avant de relâcher la pression et alors que le nombre des infections progresse rapidement. La Russie a révélé que sa marine pourrait bientôt compter sur des armes nucléaires hypersoniques. Le président Vladimir Poutine a fait cette annonce à Saint-Pétersbourg lors d'un défilé naval annuel. Il a déclaré que la nouvelle arme renforcerait les capacités de combat de son pays, mais n'a pas précisé quand elle serait en activité. Les experts de la défense craignent que la Russie et les États-Unis ne soient dans une nouvelle course aux armements pour fabriquer des armes de destruction massive. Washington a refusé de prolonger un traité sur les armes nucléaires avec la Russie qui expirera l'année prochaine. En pensée, est-ce éthique de donner tout pouvoir à une machine? Réponse avec Mathieu Boisseau et Hugo Smag. Il est présenté comme l'un des robots les plus performants, les plus autonomes. Une fois programmé, ce drone chinois n'a plus besoin de l'homme. Il vole en escadrille, repère sa cible et libère sa bombe sans aucune commande d'un soldat. La course mondiale a commencé pour développer ces armes de demain. Beaucoup sont encore en phase de test, mais certaines déjà opérationnelles. Près de Tel Aviv, cette société privée a conçu plusieurs robots actuellement utilisés par l'armée israélienne. Ils doivent permettre de limiter le nombre de soldats sur le front, et donc les risques. Celui-ci pèse 80 kg, et vous pouvez l'attacher très rapidement à n'importe quel véhicule ou bateau. Pour l'instant, ce robot est encore guidé par un soldat, placé en lieu sûr à plusieurs kilomètres. Mais grâce à l'intelligence artificielle, il pourrait déjà identifier tout seul des ennemis et les éliminer. Pour le moment, on a choisi de transmettre toutes les informations à l'humain. C'est lui qui doit prendre la décision, tirer ou ne pas tirer. Comme ça, s'il y a un doute, il ne tire pas. Des précautions, car il reste de nombreuses interrogations. Peut-on déléguer à des robots un permis de tuer? Quel cadre juridique? Comment éviter les erreurs? Pour alerter sur les possibles dérives, une association avait publié ce court-métrage de fiction. Où des drones attaquent un campus universitaire en prenant seuls la décision de tirer. C'est notamment pour des raisons éthiques que l'armée française écarte à ce jour l'utilisation de ces armes autonomes. Nous n'en déploierons pas. Autrement dit, Terminator ne défilera pas au 14 juillet. Mais pas question non plus de tirer un trait sur ces équipements du futur, selon un rapport parlementaire qui vient de paraître. Il est fondamental que, si vous voulez, la France ne continue pas, comme l'Europe d'ailleurs, à améliorer la bougie quand d'autres inventent l'électricité. Donc il y a un risque de décrochage stratégique important. Il faut absolument qu'on continue à investir dans ce domaine. Aux yeux des états-majors de nombreux pays, ces robots incarnent sans doute la troisième révolution technologique de l'histoire militaire, après la poudre à canon et le missile nucléaire. Les États-Unis de l'époque n'existent plus et que les grandes oppositions ne sont plus aujourd'hui entre ces deux blocs-là, mais probablement entre un bloc occidental judéo-chrétien, disons-le comme ça pour aller vite, et puis un bloc qui serait oriental, islamiste par exemple, et ce sont là pour le coup deux nouveaux débats dans lesquels les vieux schémas marxistes de Chomsky semblent ne plus fonctionner. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a fait cette remarque lors d'une réunion en ligne avec son homologue chinois. Les deux parties ont convenu de continuer à coopérer dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 et la propagation de la désinformation. Ils ont également promis de renforcer la communication et de faire respecter la justice.
Le renforcement du partenariat d'égalité amicale, de confiance mutuelle et de coopération stratégique avec la Chine est l'un des objectifs de la politique étrangère de la Russie. Il s'agit d'une politique stable et à long terme, en conformité avec les exigences des deux pays de développer davantage leurs relations amicales en tant que voisins. Aujourd'hui, des pays occidentaux mènent une guerre de l'information. Les principales cibles sont la Russie et la Chine. Des médias occidentaux tentent maintenant de déclencher un conflit entre la Russie et la Chine. Mais je crois que cette conspiration ne réussira pas. Voilà, 8 grandes villes concernées depuis ce matin. On va retrouver tout de suite en direct de Casablanca Jean-Marie Lemaire. Bonjour Jean-Marie. L'annonce, il faut le dire, a pris tout le monde de court hier alors que le timing n'est pas vraiment idéal. Expliquez-nous. Effectivement, l'annonce, elle est tombée en fin de journée et pour être effective immédiatement à partir de minuit. Alors, tout le monde a été surpris. Comme on l'expliquait dans le sujet à l'instant, on sait très bien qu'au moment de l'Aïd el-Kébir, c'est une période de festivité où tous les gens vont se déplacer, vont aller en famille et incontestablement, l'État a décidé de bloquer et d'éviter la propagation du virus. On aurait peut-être pu s'y attendre parce que, de mémoire, un couvre-feu avait été décrété juste avant les fêtes célébrant la fin du Ramadan. Alors il y a de vraies raisons à ces mesures décidées, notamment des signes de relâchement observés ici et là ces derniers jours, ces dernières semaines. Oh oui, les relâchements sont vraiment visibles dans les rues et un peu partout. Les autorités justifient donc la décision au regard du non-respect du port du masque, qui est pourtant obligatoire, comme on l'a expliqué dans le sujet, et puis surtout le relâchement d'une grande majorité des citoyens face aux mesures de prévention. Là, effectivement, ce samedi, on s'est retrouvé avec 800 personnes qui ont été révélées positives, plus de 600 ce dimanche, alors qu'avant le déconfinement, on tournait autour de moins de 10 personnes par jour. Donc c'est vraiment un bond en avant. Alors, combien de temps vont durer cette interdiction de déplacement pour ces 8 villes? Personne ne le dit, on ne le sait pas encore. Peut-être que d'autres provinces pourraient subir également une réduction de déplacement. Et puis rien ne nous dit non plus que l'état d'urgence qui était décidé jusqu'au 10 août ne pourrait pas une nouvelle fois être prolongé. Voire que certaines villes, ça c'est fort possible, se retrouvent à nouveau dans un confinement plus strict si la situation venait à empirer. Ici, à Tlemcen, c'est un nouveau coup de massue pour les commerçants de la ville. Alors que certaines régions algériennes étaient partiellement déconfinées depuis quelques semaines, tous les magasins du pays jugés non essentiels doivent désormais fermer. Le but, tenter d'endiguer la recrudescence de l'épidémie de coronavirus en Algérie. Dans le centre-ville, certains affirment respecter les nouvelles mesures, tandis que d'autres dénoncent un manque de cohérence de la part des autorités. سواء تاجر سواء مواطن احنا راه كاين مرض ماذا بينا سيدي احنا كاع نبلعوا ماذا بينا الوباء يرفع علينا بصح كاين اجراءات نبلعوا هذا ونبلعوا بلاص خادم ونخلوهم لهيه. Dans le pays, l'inquiétude grandit à l'approche de l'Aïd el-Kébir. La fête du sacrifice est l'occasion pour les musulmans de se retrouver en famille et entre amis, chose que le gouvernement algérien cherche absolument à limiter. Mais pour l'instant, la vente des moutons se déroule sans accroc. نروحوا اللي يلتزم اللي ما يلتزمش ما عندنا ما دانا ليه. والله الحمد لله تسمى كاينه الاجراءات الوقائيه كاينه الحمد لله تسمى الاسعار في المتناول. L'Algérie reste parmi les pays d'Afrique les plus touchés par la pandémie de Covid-19. Plus de 1100 personnes sont mortes dans le pays depuis début mars. Après de multiples campagnes de sensibilisation, place aux sanctions. Les équipes d'inspection de la circonscription administrative de Louiba à Alger continuent d'effectuer des visites inopinées au niveau des marchés de proximité et des magasins pour vérifier si les mesures sanitaires sont bel et bien respectées. Nous devons appliquer les gestes barrières pour nous protéger et protéger nos clients de cette pandémie. La cellule d'écoute et de prévention de la sûreté de la circonscription administrative de Louiba, en collaboration avec différents acteurs, organise plusieurs opérations de sensibilisation au profit des citoyens et des commerçants. Des sanctions lourdes sont infligées à tout commerçant qui ne respecte pas les consignes de sécurité. Fermer un commerce n'est pas chose aisée pour nous. Mais ils doivent savoir que toutes ces décisions administratives prises sont pour leur bien et celui de leur entourage.
Les agents de contrôle sont quotidiennement sur le terrain. Ils sillonnent les différents quartiers de la commune de Louiba pour sensibiliser les commerçants à l'impératif de se protéger. Et la boucle est bouclée. Des antisémites, des antisionistes, des gens qui défendent un islam conquérant et intolérant. Et globalement, il y a quelque chose d'assez cohérent. L'anticapitalisme, l'opposition à la bourgeoisie, l'antisionisme, l'antisémitisme, l'antijudaïsme, puis l'islamo-gauchisme, et tout ça fait un grand tout. Donc, pour s'opposer au port du masque obligatoire dans les endroits fermés au Québec. Alexandre, vous étiez sur place à la manifestation, vous avez parlé à plusieurs personnes et certaines étaient carrément en colère. Effectivement, et on sent vraiment que les gens sont non seulement contre le port du masque obligatoire, mais que ça les fâche carrément, cette nouvelle mesure, et qu'ils ne vont pas nécessairement y adhérer lorsque ce sera officiellement obligatoire. Vous allez voir, les gens à qui on a parlé sentent que leurs droits et libertés sont brimés avec cette nouvelle mesure gouvernementale. Cette fois, c'est devant l'Assemblée nationale que les manifestants anti-masques ont voulu faire entendre leur colère. C'était la même chose du côté de Montréal samedi. Selon les protestataires, le masque obligatoire va à l'encontre de leurs droits et libertés. On est ici pour notre liberté, contre la loi 61, la corruption. On fait ça pour nos enfants. Je crois au respect de moi, puis je suis ici pour ça, pour être authentique avec ce que je crois. Moi, j'ai rien contre le fait qu'il y ait le masque. C'est juste qu'on veut que ça soit sur une base volontaire. Certains vont jusqu'à dire que la nouvelle mesure gouvernementale contrevient à la Charte des droits et libertés. Il y a des points constitutionnels à attacher avec ça au Canada aussi. Alors, il y a des compétences provinciales, mais il y a des points constitutionnels canadiens aussi à respecter. Puis il faut faire attention à ça. Mais un avocat spécialiste de ces questions, Maître Julius Gray, sent le besoin de remettre les pendules à l'heure. Je pense que les gens qui manifestent dans la rue n'ont pas raison. C'est une violation manifestement justifiée des véritables droits. Les droits et les libertés sont très importants, mais pas au point d'être un atout contre n'importe quelle autre valeur. Mais certaines personnes peuvent être exemptées du port du masque si leur état médical le justifie. Ceux qui ont des problèmes de santé physique ou mentale, une déformation faciale, les Québécois qui présentent une affection cutanée grave au visage, ceux qui ont un problème de toxicomanie ou un trouble du spectre de l'autisme font aussi partie des personnes exemptées. On veut qu'il y ait quand même la possibilité pour ces personnes-là de ne pas être tenues de le mettre s'il y a des enjeux qui font en sorte, dans le fond, que les risques, les désavantages pour eux surpassent nettement les bénéfices. Malgré ces manifestations anti-masques qui ont eu lieu au cours des dernières semaines, la période de grâce permise par le gouvernement du Québec se termine ce soir. À compter de demain, le port du couvre-visage sera obligatoire dans tous les transports en commun de la province, également dans tous les lieux publics fermés à compter du 1er août. Ici Alexandre Relais, Radio-Canada. C'est une grippe. Et une grippe, ça veut dire une multitude de différents virus qui peuvent donner des maladies respiratoires qui coévoluent avec les animaux qui respirent depuis 300 millions d'années, qui coévoluent avec nos ancêtres depuis 5 millions d'années, qui ont toujours été là, notre système immunitaire s'est toujours co-adapté à ces différentes mutations, etc. Il n'y a pas d'exemple historique où un tel virus de maladie respiratoire a été virulent de lui-même, où on peut prouver là, que c'est à cause de la structure génétique particulière de ce virus-là que tout d'un coup, il est beaucoup plus virulent qu'une autre variété. On devrait pouvoir dire argumentons, débattons, et puis concluons. Il y a juste un moment donné où quand les gens sont familiers du mensonge, du travestissement, des fake news, comme on dit maintenant, eh bien, il faut à un moment donné une loi qui dise non, ceci est un délit. Voilà, c'est un délit. L'homophobie est un délit, le sexisme est un délit, etc. Même si parfois on est dans l'excès, mais il y a juste un moment donné où le débat n'étant plus possible, il y a un moment donné où il faut dire il y a des choses sur lesquelles on ne débat pas, parce que l'histoire a jugé. C'est une révolte qui gronde à plus de 8000 km de Moscou, mais dont les échos se font de plus en plus insistants. Dans l'extrême-orient russe, la population manifeste depuis plusieurs semaines. Elle dénonce l'arrestation du gouverneur local. Reportage sur place de nos collègues alémaniques, commenté par Isabelle Horry.
Libérer Sergueï Furgal. Chaque semaine, les manifestants sont plus nombreux pour réclamer la libération de leur gouverneur. Il a été arrêté le 9 juillet et remplacé par un fidèle du Kremlin. Officiellement, la justice russe lui reproche d'avoir commandité des meurtres il y a plus de 15 ans. Les manifestants ne sont pas convaincus. Sergueï Furgal n'est pas le premier. Le gouverneur d'une autre région de Sibérie a été traduit en justice de la même manière, avec une accusation de meurtre, sans qu'aucune preuve ne soit présentée. Dans cette région aux confins de la Russie et proche de la frontière chinoise, le gouverneur était très populaire depuis son élection en 2018. Il avait battu le candidat officiel du pouvoir. Nous étions si heureux quand il a été élu. Enfin, quelqu'un qui allait mettre de l'ordre chez nous. Sergueï Furgal avait lancé des réformes. Il voulait lutter contre la corruption. Une indépendance peu appréciée par Vladimir Poutine, qui pendant ce temps multiplie les démonstrations martiales à l'autre bout du pays. Pourtant, cette indépendance est justement ce qu'apprécient les partisans du gouverneur. Le clivage avec Moscou, il vient d'un manque de compréhension pour la région. Quel que soit le problème que nous soulevons, la réponse de Moscou donne toujours l'impression que nous ne les intéressons pas du tout. Ce week-end, les manifestations ont encore rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ce sont parmi les plus importantes contre le pouvoir russe depuis des années. It's a clear warning to companies aiding and abetting Russia's malign influence projects will not be tolerated. Get out now or risk the consequences. Sortez immédiatement des projets où il y aura des conséquences. C'est en ces termes que le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a menacé les entreprises participant de près ou de loin au projet Nord Stream 2 et Turkish Stream. Le premier consiste à poser un gazoduc reliant la Russie à l'Allemagne via le fond de la mer Baltique pour acheminer le gaz naturel russe aux Européens. Cette annonce par Washington de sanctions extraterritoriales a provoqué l'ire de Bruxelles et de Berlin. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, et son homologue allemand, Heiko Maas, se sont tous deux exclamés « La politique européenne se fait en Europe et non à Washington ». En décembre dernier déjà, les premières sanctions américaines sont tombées à l'encontre des sous-traitants du projet et ont retardé et compliqué l'achèvement des travaux. Le récent resserrement de l'étau vise un peu plus large éventail de participants, tels que les banques, les assureurs et les autorités portuaires, et ce, de façon rétroactive. Selon l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder, plus de 120 entreprises européennes sont concernées par les sanctions américaines et des investissements de 12 milliards d'euros dans les infrastructures européennes seraient menacés. Pour reprendre ces mots, c'est une ingérence inacceptable dans la souveraineté et la sécurité énergétique de l'Europe occidentale. Si l'Amérique fait obstruction au projet Nord Stream 2, c'est qu'elle estime que celui-ci va accroître la dépendance énergétique de l'Europe vis-à-vis de Moscou et ainsi renforcer l'influence russe. À cela s'ajoute un intérêt économique des États-Unis à s'assurer un accès au marché européen pour leur gaz de schiste, qui est d'ailleurs beaucoup plus cher que le gaz russe en raison d'une distance de transport plus longue. Pour ce faire, ils n'hésitent pas à employer des manœuvres déloyales pour évincer leurs concurrents et à sacrifier leurs alliés sur l'autel de leur fameux principe « l'Amérique d'abord ». Les avocats de Meng Wanzhou ont affirmé que dans leur résumé, les autorités américaines avaient omis des éléments clés d'une présentation PowerPoint présentée par Meng en 2013 à un banquier de la HSBC à Hong Kong. Jusqu'à présent, la présentation PowerPoint est la principale preuve présentée par le gouvernement américain en appui à son accusation selon laquelle Meng a commis une fraude en induisant HSBC en erreur en traitant des transactions en dollars américains pour Skycom, une société iranienne que Huawei considère comme étant un partenaire commercial. De telles transactions rendraient la banque passible d'amende en vertu des lois américaines sur les sanctions imposées contre l'Iran. Les avocats ont soumis une copie de la présentation mettant en évidence les diapositives manquantes numérotées 6 et 16. Les diapositives indiquent que, en tant que partenaire commercial, Skycom travaille avec Huawei dans les ventes et les services en Iran et que Huawei mène des activités commerciales normales en Iran et travaille également avec d'autres entités du pays. Les avocats de Meng ont aussi remis en question les affirmations américaines selon lesquelles seuls les employés juniors de la HSBC étaient au courant de la relation entre Huawei et Skycom et que les employés cadres ne le savaient pas. Ils ont fourni des courriels entre Huawei et HSBC montrant qu'au début de 2011,
Un certain nombre de vice-présidents et vice-présidents principaux de HSBC étaient au courant de la relation entre Huawei et Skycom. Les avocats de Mme Mang affirment que les omissions et les fausses déclarations sont graves, ajoutant que la conduite des États-Unis est tombée tellement en deçà des normes attendues de diligence, de franchise et d'exactitude qu'elle constitue une grave violation de la procédure. Ils prétendent aussi que la HSBC avait la possibilité de compenser les fonds américains par le biais du CHAPS, le Clearing House Automated Transfer System, un système alternatif de transfert de fonds basé à Hong Kong, qui, selon eux, n'implique aucun risque de sanctions américaines. Mme Mang a été arrêtée le 1er décembre 2018 à l'aéroport international de Vancouver à la demande des États-Unis. En mai dernier, elle a perdu sa première tentative légale de mettre fin au processus d'extradition. Elle allègue un abus de procédure de la part du gouvernement américain et demande l'arrêt des procédures d'extradition. Mang accuse en outre le gouvernement américain de l'utiliser comme monnaie d'échange dans les négociations avec la Chine. Les audiences du tribunal portant sur de nouvelles preuves sont prévues en mars prochain. Donc je crois effectivement que l'anti-américanisme primaire est une erreur et que l'Amérique a tort quand elle a tort et que quand l'Amérique a raison, elle a raison. Faisons de l'histoire et pas de l'idéologie. Et je pense que cette façon systématique de dire partout où est l'Amérique, il y a de l'impérialisme, il y a du capitalisme, il y a etc., c'est une erreur. De jeunes Noirs dénoncent le profilage racial dont ils disent être victimes à Repentigny, dans la région de Montréal. Ils affirment avoir reçu des contraventions en mai pour avoir joué au basketball malgré les restrictions sanitaires. Or, selon eux, des jeunes Blancs qui se rassemblaient au même endroit n'ont reçu qu'un simple avertissement. Mais la police de Repentigny défend son intervention. Là-dessus, Jacques-Audrey Charbonneau. C'était le 22 mai. Philippe Jonathan Guerre et ses amis jouaient au basket dans ce parc de Repentigny lorsque des policiers les ont interpellés en leur disant que c'était interdit. Ils ont donné un ticket à tous ceux qui étaient restés, puis je faisais partie de ceux qui étaient restés. 9 jeunes noirs ont reçu des contraventions pour un montant total de 11 500 $. Peu de temps après, un autre groupe de jeunes, cette fois des Blancs, jouaient eux aussi sur le terrain. Mais ils auraient reçu seulement un avertissement. Je me demande juste pourquoi nous ont donné une contravention. Genre, j'analyse la situation, puis je vois pas... Sur le moment, on avait tout un peu la rage par rapport aux policiers qui ne voulaient pas parler avec nous. Oui, le montant est beaucoup, mais c'est plus que ça aussi. C'est une question de profilage. Là. Un exemple de profilage racial selon un groupe de citoyens qui dénonce le pouvoir discrétionnaire des policiers dans ce dossier. On conteste la façon dont l'application de la loi a été faite d'une façon qu'on dit d'une façon discriminatoire. Le service de police de Repentigny se défend d'avoir fait preuve de discrimination. Le 22 mai, on a donné des constats à des personnes blanches dans un parc, puis on a donné des constats à des personnes de la communauté noire dans un autre parc. Fait que moi, ce que je peux vous dire dans ce que j'ai comme carte d'appel, comme rapport, c'est qu'on a donné des constats autant à des Noirs qu'à des Blancs. Mais pour la communauté noire, le problème va bien au-delà de cet incident. Je pensais jamais que mes enfants vivraient pire que moi qui a grandi au Québec. Rose Alcide dit être souvent confrontée au racisme à Repentigny. L'insécurité est permanente. C'est permanent. Et la police fait partie de cette insécurité? Oh, bien certain. Dès que tu vois la police, tu te sens plus menacé que protégé. Donc, c'est pas normal. Malgré les efforts des policiers, rien ne semble avoir changé. Pierre-Jean Richard dénonce le profilage racial à Repentigny depuis 2017. La ville, s'il ne reconnaît pas qu'il y a le profilage, pourquoi il y a un plan pour le profilage? C'est là leur jeu. Alors vraiment, il faut qu'ils reconnaissent qu'il y a le profilage sur le terrain. Une étape essentielle, selon le groupe, pour poursuivre le dialogue et rétablir la confiance. La mort par excès de travail. Au Japon, c'est une réalité persistante. Dans ce pays où les heures de travail sont les plus longues au monde, près de 200 personnes meurent chaque année de surmenage. Un phénomène officiellement reconnu en 2014. Une loi a même été votée. Les autorités tentent aujourd'hui de faire évoluer le fonctionnement des entreprises et des travailleurs. Correspondance à Aruna Popouri. Un petit hôtel en souvenir de leur fille. Ses affaires, ses téléphones. Miwa était journaliste à la télévision publique japonaise. En 2013, alors qu'elle couvrait une campagne électorale, elle fait une crise cardiaque, à 31 ans. Elle faisait 200 heures supplémentaires par mois, ce qui fait 50 heures par semaine, en plus de ses heures normales.
Elle ne faisait que travailler. C'est la raison pour laquelle elle est morte. Elle ne rentrait chez elle que pour prendre une douche. Si j'avais été là pour elle, ça aurait été différent. En 2 mois, la journaliste avait accumulé plus d'heures supplémentaires que ce qui est autorisé en Suisse en 2 ans. Miwa, l'une des victimes d'un mal appelé au Japon karoshi. La mort par épuisement au travail. Accident cardiovasculaire, suicide lié au surmenage. À l'origine de ces décès, le problème des heures supplémentaires, souvent infinies au Japon. Le gouvernement a voté l'année dernière une loi pour les limiter. Mais les associations de victimes exigent des sanctions contre les entreprises responsables. En général, les entreprises nient les faits. Elles disent qu'elles n'ont pas imposé des horaires de travail aussi longs. Et même s'il y a des preuves des horaires, les entreprises disent que ce n'est pas elles qui ont demandé de travailler autant. Au Japon, travailler tard et durement est perçu comme un signe de loyauté envers ses supérieurs et son entreprise. La plupart des Japonais ne prennent pas leurs vacances et cachent leur fatigue. La start-up Exit l'a bien compris. Rien à voir avec le suicide assisté. Pour 400 €, elle aide ceux qui veulent démissionner. Ils n'auront plus à faire face à leur patron. L'entreprise se charge de tout. Ils n'osent pas démissionner car leurs supérieurs leur font très peur. Ici, les salariés pensent que leur entreprise est plus importante qu'eux-mêmes. C'est typiquement japonais. En 2 ans et demi d'existence, la start-up affirme avoir géré près de 10 000 médiations. C'est une question de l'immunovulnérabilité de la population qui est atteinte. Donc, historiquement, on peut voir que c'était des populations très, très stressées au niveau immunitaire et au niveau de la santé qui ont pu être attaquées avec des hauts taux de mortalité. Mais depuis 30, 40 ans, ça n'existe pas. Dans nos sociétés, là, je veux dire. Pensez-vous que si on n'avait pas confiné les gens, on aurait déjà fini d'en parler? On n'aura jamais fini d'en parler tant que les médias décident d'en parler. Je veux dire, ils vont en parler là, tant qu'ils peuvent. Pour qu'ils arrêtent d'en parler, il faudrait qu'il y ait un mouvement culturel dans la société où ils sont ridiculisés d'en parler. Ouais. Aussitôt qu'on arrive à ce point tournant où on commence à les ridiculiser dans leurs propos et que ça marche, et ça, souvent, ça se fait par YouTube et par les médias sociaux, là, ils commencent à changer leur fusil d'épaule. Mais il reste qu'il y a une grande fraction de la population qui ne voit que la télévision, du câble ou que certaines émissions. Et ces gens-là, on ne peut presque pas les atteindre. Là. Ils restent là-dedans, puis on les pompe. Merci, M. Rancourt. Nous avons affaire à des tueurs, des gens qui vénèrent Satan, qui prennent plaisir de nos malheurs. Leur seule réponse à notre misère n'a aucun lien avec l'humain. Faut tout donner aux actionnaires, c'est leur vertige d'être malade. Nous sommes des millions à vouloir tout changer. Si nous sommes des millions et demain, si nous sommes des millions. La seule chose qu'ils disent avoir construite s'appelle l'Union Européenne. Une nouvelle tour de Babel, projet de paix devenu peine. On doit s'unir face à ces traîtres pour sortir de leur piège.
L'UE en doit lui dire Frexit, la rue la mettre en état de siège. Par respect pour nos anciens, en première ligne de ce crime organisé. Soyons droits et fiers comme un Raoult, et allons récupérer notre destin. Éparpillés, nous sommes tous faibles, mais regroupés, nous devenons forts. Ensemble, nous serons invincibles. Ensemble, on fera payer leur crime. Nous sommes les héros, pas vouloir changer. Si nous sommes des millions de demain, si nous sommes des millions, allez en la rue. Si nous sommes des millions, rien ne nous arrêtera. Si nous sommes des millions, à vouloir changer. Si nous sommes des millions de demain, si nous sommes des millions, allez en la rue. Si nous sommes des millions, rien ne nous arrêtera. Si nous sommes des millions, à vouloir changer. Si nous sommes des millions de demain, si nous sommes des millions, allez en la rue. Si nous sommes des millions, rien ne nous arrêtera. Des millions à vouloir tout changer. Si nous sommes des millions dès demain, si nous sommes des millions à descendre dans la rue, si nous sommes des millions, rien ne nous arrêtera.